l'habitude de faire parler d'elle. Depuis un an, la ville serait pourtant devenue une plaque tournante pour le recrutement de jeunes combattants en Syrie. Une seule personne a accepté de nous en parler, Hakim. Ce jeune restaurateur n'habite plus à Vilvoorde, mais il a bien voulu revenir dans sa ville natale, en caméra cachée, par peur de représailles. C'est toute la ville qui est touchée. Elle est bouleversée même, je dirais. Chamboulée, retournée. Retourner la ville. Au début, quelques jeunes disparaissent. Des départs qui vont ensuite se renouveler et prendre une ampleur sans précédent. Si on est dans la rue où il y avait le plus de départs, quoi. Dans cette rue-ci? Ouais. Avant, quand je sortais, je voyais lui, ou je voyais lui, je voyais lui, je voyais lui. Mais maintenant, c'est rare quand je vois quelqu'un maintenant. Je suis content qu'il est encore là, quoi. Qu'il n'est pas parti, qu'il n'est pas parti en Syrie? Ouais, qu'il n'est pas parti en Syrie parce que c'est vraiment catastrophique, hein, le quartier maintenant. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Les autorités confirment, une quarantaine de jeunes de la ville ont bien rejoint la Syrie. Un chiffre sous-évalué pour les familles concernées, elles parlent d'une centaine de départs au moins. Ces djihadistes européens, les voici. Souvent, les armes à la main. Sur des photos qu'ils postent sur Internet depuis la Syrie. Mais ça continue encore, hein. À ce qui paraît, 50 personnes sont prêtes à partir ici. 50 personnes, ça fait quand même un gros paquet de garçons. Tous les jours, ça me choque. C'est comme un sujet qui n'aurait jamais dû venir ici à Vilvoorde, à Bruxelles. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à tout quitter et à partir dans un pays en guerre? La route est souvent la même, un vol jusqu'à Istanbul, et puis un autre jusqu'à Hatay, près de la frontière syrienne, qu'ils traversent clandestinement. Dans les villes aux alentours, partout, des combattants blessés, venus se faire soigner. Et dans les hôtels de la région, on a pris l'habitude de recevoir beaucoup d'Européens depuis maintenant 2 ans. Oui, beaucoup sont venus, surtout de Hollande et de Belgique. Des jeunes hommes qui avaient 16, 17, 18 ans. Ils restaient une nuit, certains juste quelques heures et repartaient. Plusieurs centaines sont venus? Oui, des Belges et Hollandais, je me souviens plus. Des Français aussi? Oui. Pourquoi ces jeunes Européens prennent-ils les armes à plus de 3000 km de chez eux? Qui les y incite et comment fonctionne le recrutement? Nous avons remonté la route du djihad. La guerre en Syrie est donc arrivée jusqu'à Vilvoorde et a rattrapé des dizaines de familles. Parmi elles, il y a celle de Kenza. Sa vie a basculé le jour où son fils est parti sans prévenir. C'était au mois d'août dernier. Voilà, donc il n'a rien pris. Donc, vous voyez, ses vêtements sont encore là. Il n'a même pas pris son parfum. Donc, d'ici de la maison, il n'a rien pris en tout cas. Il est parti en pleine nuit. Karim, 19 ans, jeune belge d'origine marocaine. Deuxième enfant d'une famille de classe moyenne, musulmane, peu pratiquante. L'histoire d'une radicalisation express, que sa mère n'a pas vu venir. Je lui pardonne. Il sortait avec des copains, il allait en soirée, je veux dire, un bon gars, mais il vivait il vivait son adolescence, entre guillemets, comme les Occidentaux en Europe le font, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et en combien de temps ça a changé, ça? Depuis le moment où il a commencé à prier et le moment où il est parti, il y a eu 2 mois et demi. En 2 mois et demi? En 2 mois et demi. Il s'est radicalisé au point de partir en Syrie. Il s'est radicalisé et il est parti en Syrie. Pas au point, il est parti. Depuis, le seul lien que Kenza ait pu garder avec son fils, ce sont ses messages postés sur Facebook.
Le message que j'ai fait hier. Donc, salam mon fils, j'espère que tu vas bien. On est malheureux sans toi. Ton départ a transformé nos vies. On est tous tristes dans notre coin. Son fils y répond, une fois toutes les 2 semaines. Il parle de combat, Jamais, il parle de la guerre. jamais. Il me dit, si vous voulez qu'on garde le contact, je vais établir une règle. Dis plus reviens, reviens, ça ne servira à rien. Alors que faire? À qui en parler? Et où trouver de l'aide? Quelques parents ont décidé de se serrer les coudes. Dimanche matin, quelque part dans le nord de Bruxelles. Ils se retrouvent dans ce local prêté par une association. Ils sont 5, les seuls qui aient accepté de nous rencontrer. Certains à visage masqué. Tous ici ont un, voire 2 enfants qui ont rejoint le camp des rebelles au milieu de la guerre en Syrie. On n'a aucune indication de où ils sont, ni ce qu'ils font, ni rien. Donc on s'imagine plein de choses, c'est ça qui est le plus dur. C'est pas seulement nous. Il y a plus que de 300 parents dans une condition comme ça. Et il y a plus que de 12 Belges mourir là. Et les grandes questions de nous, c'est combien encore de Belges vont mourir là, dans le terrain en Syrie. Des Belges, mais pas seulement. Ce matin, un autre père va rejoindre le groupe via Internet depuis la Guyane. Gérard est français. Mais comment allez-vous, monsieur Gérard, aujourd'hui? Voilà, déjà, moi, il y a un fils que je ne récupérerai pas parce qu'il est mort. On est désolé pour vous. Et donc, j'ai Nicolas et Jean-Daniel. Jean-Daniel est mort donc, le 11 août. Au combat, pour rien, pour une cause qui ne regardait pas, pour... Ses 2 fils vivaient à Toulouse. Et alhamdoulilah, Allah il a guidé mon frère. Voilà Nicolas Cadeau d'Allah. et Jean-Daniel à ses côtés. Des demi-frères, 30 et 23 ans. Un an après moi, mon frère il a accepté l'islam. Et nous avons Ils se sont convertis à l'islam, l'un en 2010, l'autre fin 2012. S'ensuivent une rapide radicalisation et le départ en Syrie, jusqu'à cette vidéo qu'ils postent sur Internet depuis Alep en juillet dernier. Oh mes frères de France, mes frères à Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. La guerre sainte, le djihad, jusqu'à se retourner contre son propre pays, voire sa propre famille. Nos enfants nous ont bien expliqué que là, aujourd'hui, momentanément, ils faisaient la guerre à Bachar al-Assad. Mais quand ils auraient vaincu, parce qu'ils n'ont aucun doute sur le fait qu'ils vont vaincre Bachar al-Assad, ils vont remonter vers l'Europe et nous combattre à nous et combattre les Américains. Voilà, la démarche, c'est bien ça. À un moment donné, on va devenir le reste. Moi, j'ai un fils qui est là-bas, qui a 19 ans, Gérard. Nos enfants, c'est des victimes. Quelques semaines après cette rencontre, Gérard apprenait la mort de son 2e fils. Nicolas s'est fait exploser dans le nord du pays. Le fils de Kenza est mort lui aussi, tué par balle au début du mois de décembre, sans qu'elle ne puisse lui parler une dernière fois. Dimitri Banting a tout abandonné pour se consacrer à la recherche de son enfant. Il a quitté son emploi d'agent de sécurité et s'est lancé sur ses traces. Son fils, Yeyoun, est parti en Syrie il y a 1 an. Il venait tout juste d'avoir 18 ans. Voici l'école où il a étudié pendant 8 ans. Un collège jésuite. C'était un très bon moment de sa vie. C'était un très bon enseignement. Il était au scout aussi. Il jouait au football. C'était la meilleure période ici, dans ce collège jésuite. Son fils, comme toute la famille, était catholique, avant de se convertir à l'islam brusquement. Voilà, c'est là. Dimitri voit son fils changer. Il cherche alors à comprendre ce qui se passe. Quand il était 21h et que mon fils n'était pas rentré, alors qu'il n'avait que 16 ans, je le trouvais juste ici, dans le local du Sharia for Belgium. Sharia for Belgium,
c'est-à-dire la charia pour la Belgique, un groupuscule membre d'un mouvement islamiste radical international. Aujourd'hui, le bâtiment semble abandonné, mais il y a quelques mois, c'est ici que se regroupaient les membres de cette organisation. Leur but, instaurer la loi islamique en Belgique. Créés en 2010, ils sont habitués aux coups d'éclat qu'ils filment eux-mêmes et aux confrontations avec la police. Aujourd'hui, Dimitri mesure l'influence que l'organisation a eue sur son fils, comme des dizaines de jeunes qui sont passés entre ses murs. Petit à petit, ils ont préparé tous ces jeunes garçons pour faire le djihad. Ils les ont endoctrinés. Pas immédiatement, mais tout doucement. Ils leur montraient des choses. Regardez ce qu'ils font aux musulmans. Comme un missile en Afghanistan a tué des civils innocents. Et les jeunes, ils les regardaient comme des gourous. Et moi, je n'ai jamais réussi à sauver mon fils de cet enfer. Une équipe de la télévision belge avait pu pénétrer dans ce bâtiment pour un reportage. C'était en mars 2012. On y voit entre autres des jeunes gens regarder des vidéos de propagande, des entraînements en Afghanistan. Parmi eux, Yeyoun Bunting, le fils de Dimitri. Le fondateur de l'organisation est belge, il s'appelle Fouad Belkacem. Un peu plus tard, face à une assemblée d'adolescents, il leur donne des cours sur l'islam. In de liste van Tawhid zijn we gekomen aan bladzijde 58. Al-Ghusl. Hoe doen we ghusl? Ici encore, le fils de Dimitri est présent, à gauche de l'image. Il était alors mineur. Je ziet van hier tot aan de, juist boven de Adamsappel. Des cours en apparence inoffensifs, mais les mots deviennent parfois violents. Un État islamique se fait par deux choses, ad-da'wa wal jihad. On appelle et le jihad fi sabilillah. Quand tu es en Afghanistan, tu fais un calage et tu te défends et tu purifies ta terre. Combattre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier nos terres. Naam. Al-jihad, naam. Ma nationalité, musulman. Je suis musulman, c'est ça ma nationalité. Nationalité musulman. La loi que je suis, c'est charia. Et je m'en fous de toutes les autres lois. Pense comme ça. La terre où j'habite, le monde entier, m'appartient. Fouad Belkacem a depuis été arrêté pour incitation à la haine et à la violence contre les non-musulmans. Profitez-en, bande de connards. C'était il y a 7 mois. Il est toujours en prison. Dimitri a cherché à identifier les autres membres de l'organisation. Il les a retrouvés sur des vidéos laissées par son fils. Ils sont tous en Syrie. Tous ceux-là que vous voyez, ils sont en Syrie. Tous, sans exception. Il a compté au moins 33 personnes recrutées par Sharia for Belgium qui ont aujourd'hui rejoint la rébellion. Depuis, Dimitri passe des heures devant cet ordinateur. Il regarde des milliers de vidéos postées sur Internet par des combattants en Syrie. Et un jour, je l'ai reconnu tout de suite, son visage. Au hasard d'une vidéo, son fils, au milieu d'un champ du nord de la Syrie, parmi des hommes armés qui tirent sur un ennemi au loin. Tous semblent comprendre le flamand. Faut tirer si tu les vois. Ils parlent la langue d'ici, d'Anvers. Et immédiatement, les autres se retournent. Donc c'est sûr qu'ils sont flamands. Mais j'ai reconnu mon fils tout de suite. Son cœur de père lui dicte alors qu'il faut y aller. Dimitri se rend en Syrie. Le voici ici alors qu'il passe la frontière. Pendant 3 semaines, il va chercher son fils partout, au milieu d'une des zones les plus dangereuses de la planète. Je me disais, mon Dieu, est-ce que mon fils est quelque part dans ce chaos? Et ça me donnait plus de courage pour le trouver. Un jour, on m'a dit qu'il y avait des Belges dans un camp de rebelles. J'y suis allé, mais ils m'ont pris pour un espion qui travaille pour la CIA. Ils m'ont mis une cagoule, attaché les mains, et ils ont commencé à me frapper.
Ils ont mis une Kalachnikov dans la bouche, et tout le temps, le bruit des armes. Et ils les mettaient là, et là, c'était terrible. J'ai cru que j'étais mort. Dimitri sera finalement relâché au bout de 24 heures. Il devra rentrer en Belgique, sans son fils. Aujourd'hui, officiellement, le groupe Sharia for Belgium a cessé d'exister. Plus de site internet, plus de local, aucune activité. Pourtant, plusieurs membres agiraient en sous-main, sur le web, mais aussi en plein cœur de la capitale belge, parfois même au grand jour. Voici Jean-Louis Denis. Il se fait appeler Jean-Louis le Soumis, un Belge, converti à l'islam. Il a 39 ans et se présente comme l'émir de Bruxelles de Sharia for Belgium. Quand nous le rencontrons ce jour-là, il est constamment accompagné de deux jeunes garçons, 18 et 19 ans. Ils nous ont demandé de ne pas apparaître dans notre reportage. La petite équipe a décidé de passer la journée à collecter des vivres pour les pauvres. Et s'ils ont accepté que nous les accompagnions, c'est parce qu'ils veulent donner une bonne image de leur association. Je suis persuadé que si par exemple les gens ils sont sincères, ils vont comprendre que je suis pas le terroriste. Ma bombe pour l'instant, c'est donner à manger aux pauvres, c'est aider mon prochain, c'est lui donner des vêtements, c'est quoi ma bombe là? Ils passent tour à tour chez une dizaine de commerçants. Et tu fais ça que pour le visage d'Allah? Choisis uniquement au sein de la communauté musulmane de Bruxelles. Rapidement, la voiture est pleine. Ça va frère, on vient pour aider les pauvres. Ici, personne ne semble avoir de problème avec la réputation du converti. Un par un. Tu sais qu'on me reproche, ce qu'on me reproche à la télé? Oui. Toi tu le sais? Oui. Est-ce que tu me trouves que je suis... Ce qu'ils me reprochent, est-ce que je suis un terroriste ou... Non. En fait, ils disent que j'utilise la nourriture pour endoctriner les gens et pour les ramener en Syrie. Je pense pas, son travail fait le plaisir pour les gens. Voilà. Avant, Jean-Louis le Soumis distribuait des repas dans les gares de Bruxelles. Mais les autorités de la ville le lui ont interdit, après une vague de départ en Syrie parmi les jeunes qui l'accompagnaient alors. Il y avait plus de 15 frères et une quinzaine de sœurs pour aider les femmes, les enfants qui dorment dans la rue et tout ça. Et sur ce nombre de gens-là, il y en a beaucoup qui sont partis en Syrie après? Il y en a, je sais pas, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on prévient, qu'on dit, ah, demain je pars en Syrie. Il dit n'avoir aucune responsabilité dans ses départs. Pourtant, nous constatons qu'il semble avoir une grande influence sur les jeunes garçons qui l'accompagnent. Et pourquoi vous vous êtes rapproché de Jean-Louis? C'est un autre frère. Pourquoi pas m'approcher d'un autre frère? C'est normal. Son message vous parle? Bien sûr. C'est aussi pour ça Bien que sûr. Pour moi, c'est la vérité authentique et voilà. C'est tout. C'est un autre frère et je me suis approché de lui. Et il m'a accepté. Alhamdoulilah. Et voilà. C'est tout. Jean-Louis ne leur parle ni du djihad, ni de la Syrie. Enfin, pas devant nous. Mais quand nous enregistrons à son insu la conversation, à l'intérieur de sa voiture, le discours est totalement différent. Je veux dire, qui ne voudrait pas faire le djihad? Qui devrait être contre ce que Allah il donne comme ordre? C'est comme si vous dites, est-ce que tu as envie d'aller au plus haut des paradis? Quel musulman ne voudrait pas aller au djihad? Il faut aller pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est pour Allah que tu le fais, c'est pas pour elle. C'est l'ordre d'Allah qui te dit d'aller aider la veuve et l'orphelin. Si Allah il te disait laisse-les crever, tu les laisserais crever. Le djihad serait donc obligatoire pour ces jeunes garçons. Et selon lui, pas besoin de prévenir les parents. Le djihad, si ton papa va pas faire l'obligation, est-ce que toi tu vas répondre ma maman veut pas, alors je fais. Un déserteur qui te dit qu'est-ce que tu dois faire? C'est un peu bizarre. Il leur demande même de donner leur vie. Qu'est-ce que tu t'en fous de ton corps? Qu'il soit explosé en 1000 morceaux dans le chantier d'Allah, c'est bien. C'est pas ton corps qui compte. T'inquiète pas, Allah il va le ressusciter ton corps. L'homme utilise donc bel et bien ces distributions de nourriture afin de convaincre ces jeunes gens. Et ça marche. L'un d'eux côtoie Jean-Louis depuis 7 mois et semble déjà sous son emprise.
Et vous, par rapport à cette question du djihad en Syrie, donc c'est quoi votre opinion par rapport à ça, votre avis? C'est pas n'importe qui va là-bas déjà. Il faut avoir un courage déjà pour aller là-bas. Et moi, les jeunes là qui sont là-bas, je les respecte. C'est des bons. C'est leur mission, leur boulot d'aller là-bas en Syrie. Défendre, oui, défendre les musulmans, quoi. Le sang du musulman, c'est le mon sang, quoi. Donc c'est normal qu'on doit y aller défendre nos frères et nos sœurs là-bas. Vous, par exemple, c'est une idée qui vous passe par la tête? Le djihad, la Syrie? Bien sûr que j'aime le djihad. Tout musulman devrait aimer le djihad. C'est quand même combattre pour Allah, donc c'est pas n'importe quoi. Vous êtes prêt à partir? Oui. Prochainement? Je dirais pas quand. Quelques jours après cette interview, nous apprenons que les deux garçons, 18 et 19 ans, qui accompagnaient Jean-Louis, ont rejoint la Syrie. Jean-Louis Denis a depuis été arrêté et mis en examen pour terrorisme. Il attend son procès en prison. Si des hommes semblent chargés du recrutement sur le terrain, il existe d'autres canaux, plus discrets encore. Nous allons nous rendre compte qu'une grande partie de la radicalisation se fait aussi sur Internet. Des réseaux sociaux où la parole se libère. Nous avons tenté de comprendre comment cela fonctionne. La porte d'entrée, c'est Facebook. Nous créons un faux profil avec un nom de guerre comme pour les djihadistes. Nous serons Abou Ahmed, 18 ans. Petit à petit, nous entrons en contact avec les personnes dont les parents nous ont parlé. Il y a Jean-Louis, bien sûr, et d'autres groupes à Vilvoorde. Et rapidement, nous allons retrouver des dizaines de jeunes Belges dont nous connaissons les parents. Ils s'affichent, armes à la main en Syrie. Ils disent habiter dans ces villas, occupées autrefois par des membres du régime. Des visages d'enfants dans la guerre. Tous relaient des vidéos de propagande par milliers. Des combats remportés par les rebelles. Et des images insoutenables de civils blessés ou tués. Mais aussi des prêches radicaux d'imams qui appellent au djihad. Le djihad est un monde exceptionnel et magnifique. L'école du djihad est l'une des plus grandes et précieuses dans l'histoire de l'islam. Un étrange profil attire notre attention. Son nom, tu connais pas. Il semble être en lien avec beaucoup de jeunes partis en Syrie. Nous lui envoyons quelques mots. Salam, frère, il paraît que tu as des contacts sur Vilvoorde pour y aller. Afin de gagner sa confiance, nous écrivons en langage SMS rempli de fautes d'orthographe. Cela va prendre plus de 2 mois. Et un jour... Je t'ai trouvé quelqu'un pour bouger avec. Et si tu veux voir le type, je peux te faire un rendez-vous. Je connais 5-6 qui veulent partir, mais lui c'est le meilleur. Tu sais, il y a un parc juste devant la gare. Et c'est là, normalement, vous allez vous voir. Impossible pour nous de nous rendre directement à ce rendez-vous. En revanche, c'est Fouad, un jeune Belge musulman qui a grandi ici. Bonjour. Et qui connaît les codes, qui accepte d'y aller à notre place. Nous avons reçu une confirmation. Le rendez-vous aura lieu dans un parc à Vilvoorde. Nous le suivons en caméra cachée. À la descente du bus, c'est un très jeune garçon qui nous attend à l'entrée du parc. Il dira avoir 17 ans. La conversation s'engage. Tous les deux vont alors s'asseoir sur un banc à l'écart, d'où il est impossible de les observer. Immédiatement, le départ en Syrie est évoqué. Pourquoi d'abord? Ça dépend. Si ça va être dans 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Le trajet passe par Düsseldorf, en Allemagne. Quand on sera en Allemagne, il va m'appeler. Et de là même, là-bas, Inch'Allah.
tu vois, eux, ils ont besoin de quelqu'un qui est déterminé. Voilà, qui est prêt jusqu'à la mort. Et tu es prêt pour mourir martyr et tu veux mourir. Tu veux mourir avec la foi d'Allah. Moi, je te dis, sois prêt. Non, moi, je suis prêt. Mais il y a quelqu'un qui va nous apprendre, il va nous des armes et tout. Ouais, ça c'est ultime, ça ne va pas être là-bas. Ça va pas être des entraînements de 2 heures, ça va être des entraînements de 6 heures. Il faut juste avoir la foi en Allah, tout passera bien. La rencontre a duré 15 minutes. Un premier rendez-vous auquel nous ne donnerons pas suite. Le lendemain, nous retrouvons Fouad. La discussion de la veille lui a paru bien étrange. Le truc, c'est qu'en fait, ça se voyait que je communiquais pas vraiment avec lui. Donc il avait toujours un téléphone en main, il recevait toujours des SMS. Et à chaque fois, en fait, qu'il recevait un SMS, il me posait une question. Et puis il m'écoutait, il me répondait à quelques petites questions comme ça vagues. Puis il recevait encore un autre SMS, il me posait une question et puis il continuait encore à parler. Ce qu'il y a, c'est que... Donc la personne avec qui vous parliez ouais, était voilà. dirigée de loin, par téléphone, c'est oui, enfin, pour moi, je suis persuadé de ça, en fait. Qui fonctionne un peu comme les dealers, hein, tout simplement. Ils envoient des enfants faire le sale boulot pour ne pas se salir les mains et pour pas avoir de problème avec la justice. Ça vous a paru être un réseau organisé? Oui. Vous pensez qu'il y avait des gens qui vous observaient? Pour moi, j'ai été clairement suivi. Maintenant, est-ce que c'est de la parano, je sais pas. Mais une fois que je suis reparti de là, oui, il y a quelqu'un qui est venu voir si j'allais répondre au téléphone, qui est venu pour voir comment j'allais... ce que j'allais faire, quoi. Malgré tout, Fouad n'est pas vraiment étonné que des jeunes tombent entre les mains de ces organisations. Le vrai fond du problème, c'est les jeunes qui se sont perdus. Il y a beaucoup ici en Belgique des jeunes qui sont vraiment délaissés. Parce qu'ici en Belgique, par exemple, si on veut s'amuser, si on veut sortir et que malheureusement on a une tête d'étranger, c'est pas évident. Hein. Et on est un peu mis à l'écart de la société, on se sent seul, perdu. Et voilà, et on trouve du réconfort là où on peut. Quand nous retrouvons Dimitri Banting ce matin-là, il vient de vivre un des jours les plus heureux de sa vie. Et pourtant, il a du mal à se réjouir. Son fils, Yeyoun, a quitté la Syrie. Après 8 mois dans le pays, Dimitri a pu le rejoindre en Turquie et l'a ramené en Europe. Les voici tous sourire sur les photos des retrouvailles, qui n'ont pas duré. Car à son arrivée, la police belge a arrêté le jeune homme. Mis en examen pour terrorisme, il dort aujourd'hui en prison. Pourquoi est-il rentré? Qu'a-t-il fait là-bas? Yeyoun n'a rien dit à son père. Aujourd'hui, Dimitri vient lui rendre sa première visite en détention. Il va rester ici, en prison. Oui, jusqu'au procès. Mais j'ai déjà demandé à mon avocat de faire appel immédiatement. Nous continuons notre combat. Il faut le libérer. Ils n'ont aucune raison de le garder ici. Et vous, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis très mal. Ce n'est vraiment pas la meilleure façon de faire revenir nos enfants. C'est une erreur. S'ils agissent comme ça, nos enfants ne reviendront jamais. Jamais. De toutes les familles que nous avons rencontrées pendant cette enquête, seul le fils de Dimitri est aujourd'hui en sécurité en Belgique. Les autres ont soit été tués, soit se trouvent toujours au milieu de cette guerre, qui n'est pas la leur.